Ce soir, je vais devoir dormir moins niaiseux que hier parce que aujourd'hui, je viens d'apprendre pourquoi la production de l'électricité au Maroc n'a pas tellement été affectée par la fermeture du gazoduc Maghreb-Espagne pour deux raisons. Premièrement, parce que le Maroc ne dépend plus enfin que d'environ 12% du gaz naturel dans la production de son électricité. Et la deuxième raison, c'est que le Maroc ne possède dans la panoplie de toutes ces stations de production d'électricité que deux stations qui fonctionnent avec le gaz naturel. Il s'agit de la station de Tahdart dans la région de Tanger d'une capacité d'environ, je crois, 400 mégawatts et de la station de l'Ouahda dont la capacité est de 800 mégawatts. Et l'Espagne a des intérêts dans les deux stations. Donc on comprend pourquoi l'Espagne a pris la décision, une fois que le robinet a été fermé du Maghreb vers l'Europe, de l'ouvrir, elle, c'est-à-dire l'Espagne, de l'ouvrir de l'Europe vers le Maroc. Normal, elle ne laisse pas tomber ses investisseurs au Maroc. La grande question, d'où vient l'électricité du Maroc? Pas du pétrole. Même si le pétrole était en 1990 à peu près, apportait à peu près 64% pour la production d'électricité, en 2019, il ne contribue plus que par un petit 2%. L'électricité ne vient pas non plus de l'hydraulique. Moi qui croyais que c'était les barrages, notre barrage Belouizdane, etc., qui produisaient l'électricité pour le Maroc et on peut même l'exporter ailleurs. Eh ben, l'hydraulique, elle est passée en 1990, c'est-à-dire de à peu près 12,7%. Elle est passée à 4% en 2019. Et qu'en est-il des autres énergies propres comme l'éolien et le solaire? L'éolien produit actuellement, il produit les derniers chiffres que je possède, c'est-à-dire 2019, produisait 11,3%, tandis que le solaire photovoltaïque ne produit qu'un petit 1% environ, et encore moins de 1%, tandis que le thermodynamique, le solaire thermodynamique, il produit à peu près 2,8%. Donc, le total des énergies renouvelables enfin, mais c'est déjà pas mal quand même. En 2019, il est de 19%. Okay. Et les autres moyens de production d'électricité, c'est-à-dire la chaleur industrielle, etc., ça, enfin, entre autres, ça nous donne un petit 3%. Donc, la grosse part pour la production de l'électricité au Maroc revient au charbon. Que faut-il faire là? Il faut crier aux pollueurs et dénoncer le Maroc sur la scène internationale, etc., etc. Le Maroc n'est que euh, l'avant-dernier des pollueurs des pays du Maghreb. Parce que, bon, il vient, enfin, il pollue plus que la Mauritanie qui pollue moins de une tonne par habitant et par année. Le Maroc, lui, il pollue à peu près de 1,63 tonnes, ce qui le classe en 2019, je crois, c'est le classe au 99e
rang. Vient ensuite la Tunisie. Je vois juste mes chiffres là pour ne pas me tromper. La Tunisie, elle produit 2,27 tonnes par année, ce qui la classe au 87e rang d'émetteurs d'équivalent gaz à effet de serre au Maroc. Vient ensuite l'Algérie qui produit 3,16 tonnes par habitant, ce qui la classe au 79e rang. Et vient ensuite le champion des pollueurs du Maghreb, c'est la Libye, qui produit 6,51 tonnes d'équivalent CO2 par année, et ce qui est la classe au 41e rang mondial. Alors, qui est le champion mondial, toute catégorie, que ce soit arabe, musulman, blablabla, bla, 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 etc., c'est le petit vilain Qatar qui produit pratiquement 30,36 tonnes d'équivalent CO2 par année. Qu'en est-il des autres pays enfin, nous, en tant que maghrébins, comment on se classe par rapport à d'autres pays? Ben, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, je donne juste l'exemple de mon Québec bien-aimé. Eh ben, le Québec produit 10 tonnes par habitant et par année. Donc, le Maroc et les pays du Maghreb sont à la traîne. Et le Québec, je tiens à le souligner, c'est la plus propre des provinces canadiennes en ce qui concerne les émissions des gaz à effet de serre, et elle se classe pas mal bien par rapport aux autres pays industrialisés du monde. Donc, si le Maroc prend la décision de faire tout charbon, c'est pas si grave que ça. D'autant plus que les techniques actuelles sont en train de rendre un peu plus propre le charbon pour la production de l'énergie, surtout pour des pays qui ne polluent pas tellement. Ben, le problème avec le charbon, c'était en réalité le soufre qu'il contient, qui produit le dioxyde de soufre, lequel, en contact avec l'humidité de l'air, finit par produire des pluies acides. Mais pour cela, il faut des grandes émissions, ce n'est pas des petites centrales marocaine comparée à celle qui était et qui existe encore dans des grands pays industrialisés comme les États-Unis par exemple, mais il n'y a aucune comparaison en ce qui concerne les rejets dans l'atmosphère. Même s'il subsiste, les technologies ne sont jamais à 100% là, enfin fiables, même s'il subsiste encore des particules et qui vont créer enfin ce qu'on appelle les aérosols, ces aérosols-là ont deux impacts sur le climat et sur les changements climatiques. Elles jouent à refroidir au lieu de réchauffer. Donc, pourquoi? Parce que ces particules en suspension dans la haute atmosphère permettent la diffusion de la lumière qui arrive du soleil. Au lieu d'arriver directement, elle va dans tous les sens. Et c'est une petite quantité qui arrive enfin, sur la Terre. Et ça permet également la condensation des vapeurs d'eau contenues dans les nuages pour qu'ils puissent se transformer en précipitation. Donc, ben voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question-là de la pollution. Bon,
j'ai oublié, il faut bien en parler, c'est du carbone noir, c'est-à-dire la suie dégagée par les centrales enfin, thermiques qui fonctionnent avec le charbon. Ben, cette suie-là, elle a un effet désastreux, entre guillemets, sur le réchauffement, parce qu'elle augmente le réchauffement climatique, mais elle a l'avantage de ne pas résider longtemps, comme tous les aérosols d'ailleurs qui sont dégagés par la combustion du charbon. Ces aérosols et cette suie-là ne résident pas longtemps dans l'atmosphère. Il suffit de la première pluie pour qu'ils puissent descendre et tomber. Quelquefois, ils n'ont même pas besoin de pluie. Il suffit juste de voir dans les endroits où il y a ces centrales-là, il y a un peu de la crasse partout, donc ce qui fait ça ne réside pas dans l'atmosphère, donc ça ne porte pas préjudice à l'environnement global, mais ça affecte quand même un tout petit peu l'environnement local. Pourquoi est-ce que je parle avec tant d'enthousiasme de l'utilisation du charbon et je le défends, enfin, et je le fais entre guillemets le Maroc. Le Maroc, il est capable de se défendre tout seul là, de l'utilisation du charbon pour la production de son électricité, ben pour deux raisons. La première raison, elle est globale. C'est que c'est un peu honteux que de faire priver des moins nantis pour que les plus nantis continuent à se le faire couler d'une façon très douce. Et la deuxième raison, une raison régionale et locale. La seule station thermique qui fonctionne au charbon, elle se trouve dans une région qui produisait du charbon et on a décidé de fermer les mines dans cette région-là parce qu'elles ne sont pas viables économiquement. C'est-à-dire ben c'est ça. Mais sauf que ces mines-là, cette région-là, les gens ils continuent encore à puiser du charbon là-dedans au prix quelquefois de leur vie parce qu'il n'y a aucun contrôle. Je parle tout simplement de la station thermique de Jrada dans l'oriental. 7%, elle a été ouverte, je crois, en 2017. Elle a été mise en fonction. Elle a été, elle a été construite par des Chinois et avec des technologies de pointe, des sulfurations, c'est-à-dire élimination du soufre du charbon avant sa combustion, etc. Elle contribue à 7% de la production nationale de l'électricité, mais elle ne consomme que 1%. Le reste du charbon, il est apporté de l'étranger, il est apporté de l'Afrique du Sud. C'est juste, j'ouvre une petite parenthèse là. L'Afrique du Sud, elle appuie les séparatistes pour le Maroc dans leur Sahara. C'est-à-dire que le Maroc sait faire enfin, la part des choses entre les affaires et entre ce qui est question de cœur. Oui, c'est-à-dire que les relations internationales se font sur les intérêts et non pas sur les passions. Maintenant, ben, la question, elle se pose d'elle-même. Alors pourquoi continuer à importer 1 500 000 tonnes de charbon juste pour cette station-là. Là. Je ne parle pas celle de Safi, celle de Zorfosfor, je parle juste de cette station-là de Jrada qui est dans un contexte géographique producteur de charbon. Pourquoi continuer à emporter? Ben,
la réponse toute préparée de ceux qui sont contre ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas viable économiquement. Ça coûte plus cher. Ok, ben ça, vous nous l'avez dit avant que le mazout passe au Maroc de 7 dirhams à 25, enfin 20 et quelques dirhams là. Ce n'est pas dans ce contexte-là. Et vous l'avez dit dans un moment où la sécurité nationale n'a pas été menacée de la sorte. La guerre de l'Ukraine vient de le montrer là. Les pays qui sont dépendants des pays étrangers sont condamnés à, à se mettre à genoux. Donc peut-être que ce serait une bonne chose de réviser certaines positions et peut-être ce serait aussi une très bonne chose que de faire revivre cette région de l'oriental quelque chose de malheureux. Bon, peut-être que la guerre de l'Ukraine vient de nous réveiller à nos propres responsabilités, à nos propres aussi, à démontrer aussi notre propre faiblesse. Je me permets de terminer avec cette anecdote-là. Il ne s'agit pas d'une anecdote du genre je connais quelqu'un qui a vu ceci, cela. L'histoire, non. C'est beaucoup plus réaliste que ça. Euh, à la fin des années 1970, alors que le Maroc vient d'hériter, enfin, vient d'avoir sur les épaules l'affaire du Sahara, la guerre du Sahara, et alors que le Maroc se croyait qu'il suffit juste de récupérer le Sahara pour effacer les douleurs et les choses malsaines qui, qui se sont passées au début des années 1970, deux coups d'État successifs qui ont décapité pratiquement l'armée marocaine et le Maroc n'était pas prêt à réarmer son armée. Au contraire, il voulait juste montrer au peuple que l'État marocain est pour le peuple et pour les aspirations du peuple, c'est-à-dire la récupération et le complètement de son indépendance à travers les provinces du Sud. Ceci dit, là, euh, les opposants du Maroc, dans la région maghrébine, euh, je cite le régime de Kadhafi et le régime de nos voisins de l'Est, ben, ils ont cru que armer enfin une faction séparatiste va faire tomber le Maroc et régler certaines et faire penser certaines blessures anciennes héritées du colonialisme. Il faut bien le dire, l'inimitié entre les pays du Maghreb, elle ne vient pas des Maghrébins, elle vient de ceux qui ont occupé le Maghreb. Donc, ben, on ferme la parenthèse et on revient à la petite anecdote là, à la fin des années 70, le Maroc et le Makhzen, entre guillemets, comme pour que certains de nos interlocuteurs et certains de nos écouteurs puissent comprendre ce que je viens de dire là. Alors, le Makhzen et le chef du Makhzen
pour eux. C'est-à-dire le roi du Maroc, il avait prononcé un discours. Il faut dire, bon, surtout suite au deuxième choc pétrolier, et au moment où le Maroc est obligé de réarmer son armée, ce qui n'était pas dans son intention lorsqu'il avait récupéré les provinces du Sud. Alors, du moment qu'il était obligé de ça, alors Hassan II, il avait fait un discours pour pouvoir faire appel à la nation et dire, hey, maintenant que le pétrole, etc., est cher et que nous avons d'autres dépenses, etc., bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va consommer énergie nationale. On va consommer du charbon. Le lendemain, dans une petite administration parmi tant d'autres administrations, il y a eu réunion. Ben, les réunions, il y en avait beaucoup pour pouvoir consommer le budget, et surtout le budget de fonctionnement. Là, il ne faut pas qu'à la fin de l'année, il en reste. Sinon, l'année prochaine, si tu demandes quelque chose, on ne peut pas te le donner. Anyway, une unité de chauffage dans la direction là, elle fonctionne au mazout, il faut qu'on la change en charbon. Cette unité de chauffage là, elle vient juste d'être achetée. Elle est encore neuve là. Ok, ben on a décidé, il faut la liquider. Donc là, on va acheter une unité de chauffage central qui fonctionne avec le charbon. Qu'est-ce qu'on va faire de l'ancienne? Ben, il faut la liquider. Elle était encore neuve. Ben, je ne sais pas, on l'a dit. Elle était partie quelque part. Mais ce qui est extraordinaire, c'est pas le fait qu'elle a été juste dit, c'est que il y avait un tanker là de mazout qui était encore plein. Et quelqu'un s'est ingénié à continuer l'appel d'offres, enfin le bon de commande, pour remplir le tanker qui était rempli. Et le pauvre petit monsieur qui était muté par mesure disciplinaire pour s'occuper de ces choses-là, il se ramasse avec un tanker qui est plein, mais qui est... bon, on lui a dit, va aller voir la station. Il est allé voir la station, on lui a donné des bons de commande signés, déjà 3000 dirhams, 3000 dirhams, pour liquider c'est malheureux. Mais pourquoi est-ce que je parle de cette situation-là? J'espère que qu'on n'entende pas l'appel pour pouvoir faire tout charbon pour qu'on puisse aller démonter les stations qui fonctionnent déjà avec, le, le gaz naturel pour les vendre au kilo. Mais c'est juste changer juste les brûleurs. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir une autre fois.